What? Quoi? Alexandre, tu nous fais quoi? La finance comportementale, c'est quoi et en quoi c'est important? Alors c'est sûr, la finance comportementale n'est pas le sujet le plus fun et le plus sexy que j'ai traité jusqu'à présent, mais c'est l'un des sujets les plus importants pour réussir en bourse. La majorité des traders amateurs ne savent même pas de quoi il s'agit, alors que c'est peut-être à cause de cela qu'ils stagnent, ou plus spécifiquement que vous stagnez en bourse. Si vous souhaitez passer au niveau supérieur en bourse, en trading, alors je vous conseille vivement de rester avec moi pour regarder la suite de cette vidéo. Et puis avant de vous partager tout ça, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les centaines d'investisseurs en bourse qui sont abonnés à cette chaîne. Allez, c'est parti. L'objectif de cette vidéo, c'est déjà dans un premier temps que vous compreniez de quoi on parle quand vous entendez parler de finance comportementale. Ce sujet est tellement vaste, tellement compliqué et complet que je ne peux pas tout vous expliquer dans une seule vidéo. Ou alors préparez les popcorn et c'est Alti Trading en version longue sur Netflix. C'est pour ça que j'ai décidé de découper ce vaste sujet en plusieurs petites parties pour faire de vous de vrais pros de la finance comportementale. Ça peut toujours servir pour lancer un sujet en soirée. Ou pas. Ce qu'il faut savoir pour faire simple, c'est que la finance comportementale est l'étude de la finance avec une prise en compte de la psychologie. Ce que vous devez savoir, c'est que de manière générale, la psychologie de l'individu fait face à deux écoles et crée de nombreuses polémiques. D'un côté, on a la première école tirée de la théorie de l'efficience des marchés d'Eugène Fama en 1970, qui tend à dire que sur un marché efficient, les actifs ne peuvent pas être sous-évalués ou surévalués, car ils reviennent toujours à leur valeur fondamentale. Si la notion de valeur fondamentale vous est inconnue, vous est un peu floue, je vous invite à regarder une de mes vidéos, pourquoi utiliser l'analyse technique plutôt que l'analyse fondamentale. Je vous explique tout en détail et je vous parle notamment de cette fameuse valeur fondamentale. Ce qui nous intéresse ici dans cette vidéo, c'est que cette première école est remise en cause par des théories en finance comportementale qui montrent que nous pouvons agir de manière irrationnelle en tant que trader à cause de biais psychologiques. Plus généralement, on est influencé lors de nos prises de décision par des biais psychologiques en tant qu'individu lorsqu'on décide d'acheter par exemple ou de vendre un actif. Donc on n'agit pas de manière rationnelle. Donc le grand sujet, la question à se poser pour réussir en bourse sur le long terme, c'est comment agir de manière la plus rationnelle possible sur les marchés financiers et quelles sont les causes de nos échecs. Maintenant que vous comprenez mieux ce que l'expression finance comportementale signifie, je vais vous partager les principales découvertes au fil du temps qui ont été faites à ce sujet. La finance comportementale est vraiment un sujet passionnant et je suis sûr que vous allez en tirer profit pour vos futurs investissements en bourse. Donc c'est parti pour un petit voyage dans le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le concept de finance comportementale a émergé au début des années 80 avec les premiers travaux d'un groupe de professeurs de finance, Hersch Schefrin, Robert Shiller, Werner de Bond et Richard Taylor. Alors ces professeurs, ils s'intéressaient à étudier les comportements des traders en relation avec les mouvements des marchés financiers. Il faut savoir que les premières années de la finance comportementale furent très riches en découvertes, tant sur le comportement individuel des traders que sur la compréhension globale des mouvements du marché. Le crack d'octobre 1987, c'est le second séisme boursier depuis le célèbre lundi noir d'octobre 1929 que vous devez connaître, qui avait à l'époque été le déclencheur de la Grande Dépression des années 30. L'après-crack a créé une remise en cause au sein du monde universitaire de la théorie de l'efficience des marchés, dont je vous ai parlé, et Andrei Shaffer en 2000 a introduit cette notion dans son ouvrage Inefficient Markets, An Introduction to Behavioral Finance, mettant en avant un nouveau programme de recherche appelé dans son livre Behavioral Finance, qu'on peut traduire en français par finance comportementale. Alors l'objectif de ce théoricien, c'était de réfléchir à de nouveaux modèles de gestion de portefeuille en proposant des stratégies d'investissement incluant le comportement humain, s'agissant donc des comportements irrationnels des traders. Durant les années 90, les débats scientifiques autour de l'efficience des marchés se font du coup de plus en plus rares, laissant place au développement de modèles intégrant des variables psychologiques en lien direct avec les marchés financiers. C'est à cette période en fait que la finance comportementale commençait à acquérir une certaine reconnaissance académique qui était encore non officielle à cette époque, et c'est pour ça que Richard Taylor et Robert Shiller commencèrent à débuter de nombreuses conférences sur ce sujet dès les années 90.
Puis ils ont fait également de nombreux séminaires. Alors ces premières années ont permis de mettre en lumière de nombreuses découvertes concernant les comportements des investisseurs en distinguant des types de comportements. Le premier type, c'est les préférences individuelles. La finance comportementale a confirmé les travaux sur les prises de décision des investisseurs qui avaient été développés par Kahneman et Tversky en 1979 dans leur théorie des perspectives. Cette théorie, elle est intéressante puisqu'elle montre que l'investisseur, donc que vous et moi, on a une plus grande sensibilité aux pertes qu'aux gains. Les autres révélations qui ont été faites en finance comportementale, c'est l'étude des heuristiques de décision et de jugement. Autrement dit, ça veut dire la mise en lumière de biais cognitifs appliqués aux traders influençant notre prise de décision dans l'action d'achat-vente. Donc je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Et puis de nombreuses observations ont permis de démontrer que nos émotions sont la source de plusieurs biais qui touchent notre processus de prise de décision. Le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est l'impact des humeurs. Nos humeurs peuvent avoir un impact non négligeable sur notre perception du risque. Notamment Wright et Bauer en ont parlé en 1992. Ils ont expliqué que le fait d'être de bonne humeur nous pousse à l'optimisme et donc nous invite à une plus grande prise de risque. A l'inverse, la mauvaise humeur accentue notre esprit critique. Puis ce qui est vraiment intéressant de toutes ces études, c'est également cette mise en lumière de la capacité à maîtriser nos émotions. On entend souvent parler de self-control, et puis un chercheur en 98, Baumeister, a découvert que notre capacité à maîtriser nos émotions est limitée. Donc un trader préfère les gratifications à court terme, contrairement à des gratifications plus importantes, mais à plus long terme. C'est souvent pour cela qu'on aimerait bien parfois tout investir sur une seule position, c'est ce que j'appelle, et je vous l'ai déjà dit, le trading casino. Alors un autre chercheur qui s'appelle Ir Schleifer, en 2001, il montre que le trader, plus généralement l'individu, est doté de deux systèmes cognitifs qui lui permettent à la fois de raisonner à partir d'informations complexes et multiples, mais aussi de décisions quasi automatiques influencées par les émotions. Donc ça signifie tout simplement que l'on est influencé par nos émotions dans nos prises de décision. C'est pour ça que des fois on agit de manière irrationnelle sur les marchés, comme l'impulsivité par exemple. Donc en plus d'avoir mis en lumière l'irrationalité des traders, des investisseurs dans leur prise de décision, il faut savoir que la première ère de la finance comportementale a remis en cause la théorie d'efficience des marchés de Fama en 1970, qui était jusqu'alors le courant dominant en finance classique. Alors il y a quelques exemples que je pourrais vous citer qui ont remis en cause cette théorie, comme notamment les anomalies de valorisation. Donc je rappelle que la théorie de Fama indique que le cours d'un actif tente à revenir à sa valeur fondamentale. Cependant, Fruit et Dabora en 1999 ont également remis en cause cette théorie, car de nombreux exemples montrent que le prix de marché diffère largement de leur valeur fondamentale évidente. D'autres chercheurs, Kim et Park en 1994, ont démontré une corrélation avérée entre les événements climatiques ou calendaires sur les marchés actions. Donc j'entends par événements calendaires ou climatiques, par exemple un effet d'ensoleillement, les phases lunaires, les différents jours de la semaine, ou même l'approche des jours fériés. Donc par exemple, s'il y a une grosse tempête à l'extérieur, ou bien qu'il fait très beau temps, que vous investissez aux Caraïbes, ou que vous êtes à Brest par exemple, je n'ai rien contre les Bretons, bien au contraire, et qu'il y a une pluie qui s'abat, vous serez influencé de manière différente. Je pourrais vous parler également des effets momentum et contrariant. Il a été démontré par des études de G. Gadesh et Titman en 1993 qu'il existe des cycles de marché. Donc ces cycles intègrent dans un premier temps un effet momentum, donc la continuation d'une tendance à court ou moyen terme, puis dans un second temps un effet contrariant, donc c'est ce renversement de tendance, cette fois-ci à moyen long terme. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces effets se traduisent par les biais comportementaux des traders qui agissent soit avec retard ou excès aux informations du marché. Cela peut s'expliquer notamment par les différents biais de confirmation et de représentativité, mais aussi du comportement moutonnier. Une deuxième grande période du concept de la finance comportementale débute au début des années 2000 par la mise en application directe des premières découvertes qui ont été faites précédemment. Donc les années 2000 furent vraiment riches en ouvrages, de nombreux travaux de recherche sont dévoilés, comme celui de Schleifer en 2000, Sheffrin en 2000-2001, mais aussi celui de Taylor en 2003. Taylor et Fuller ont directement appliqué les recherches en finance comportementale en créant leur propre société de gestion, Fuller & Taylor Asset Management, et celle-ci en fait, elle a la particularité d'investir
d'investir dans des actions qu'elle estime sur- ou sous-évaluées à cause de biais de comportement ou erreurs cognitives. Donc leur stratégie permet de s'appuyer sur les erreurs cognitives, donc les erreurs de perception, des traders en situation d'investissement. On le sait, Internet a changé considérablement nos habitudes en tant qu'individus, mais également en trading, bien la prise de décision des traders et puis nos moyens d'investir. Tout simplement, je prends la simplification et puis l'accélération des flux d'informations qui nous ont ouvert de nouvelles voies dans les décisions d'investissement. Un chercheur qui s'appelle Schiller en 2000 a mis en lumière bien qu'Internet, avec les blogs, les forums de discussion, combinés à l'incapacité du trader à distinguer le bruit d'une information pertinente, eh bien, se trouve parfois à l'origine de mouvements de prix. La deuxième chose sur les interactions sociales, c'est le comportement moutonnier. Vous devez déjà en avoir entendu parler. Orléans, qui est un chercheur en 2001, a indiqué que les marchés financiers sont en fait dynamisés par des individus qui n'arrêtent pas de se copier entre eux. Alors les comportements moutonniers sont courants et puis les traders, en particulier les amateurs, s'arrêtent sur des critères simples comme les effets de mode. Ce comportement est vraiment problématique car la majorité des particuliers investissent en bourse quand le cours est à son plus haut, juste avant un retournement de tendance ou une correction à la baisse. Donc, je vous en avais plus longuement parlé dans ma vidéo sur la théorie de dos. Dans le même ordre, ce qui est intéressant dans les biais cognitifs, c'est le biais de familiarité qui est vraiment courant. Ce biais, en fait, il inciterait les individus à investir dans des sociétés qu'ils pensent connaître en étant simples clients. Par exemple, croire en le potentiel de progression de l'action Peugeot uniquement car ce client possède une Peugeot. Effectivement, je sais pas pour vous, mais c'est vrai que le biais de familiarité, je trouve qu'il est dans mon entourage bien utilisé car ça doit effectivement rassurer de connaître l'entreprise, d'être client de cette entreprise. Et puis c'est officiellement en octobre 2002 que la finance comportementale a été reconnue académiquement par la remise du prix Nobel d'économie à Daniel Kahneman, qui est un psychologue israélo-américain, et Vernon Smith, qui est un économiste américain. Ce sont les deux pères fondateurs de la finance comportementale. Alors cette reconnaissance académique leur a été décernée car ces deux chercheurs ont su combiner leurs deux disciplines pour avoir remis en question tous les modèles basés sur la théorie de l'efficience des marchés, qui était alors le courant dominant. Comme vous avez pu le voir, en 30 ans d'existence, la finance comportementale a permis de remettre en cause les grands principes de finance de marché. Le cours de l'histoire a montré que la finance de marché était en constante mutation car elle suit les nouvelles technologies, qu'elles viennent de l'industrie ou bien du monde académique. Dans cette vidéo, j'ai tenté de réaliser un bilan conforme et représentatif de la littérature existante sur le concept de finance comportementale et en mettant en avant les principaux apports au fil du temps. Du coup, que devez-vous en retenir? On a constaté que la finance comportementale a permis de remettre en cause les deux piliers de la finance classique. Premièrement, que l'on n'est pas rationnel en situation d'investissement, donc que nos émotions peuvent prendre le dessus. Et en deux, qu'il n'existe pas d'efficience des marchés. C'est pour cela que je vous conseille vraiment d'intégrer le côté psychologique dans vos investissements en bourse, donc être conscient que derrière vos graphiques, ce sont des individus comme vous et moi qui faisons bouger les cours de bourse. Et c'est autant de doutes, autant de questionnements internes qui nous font agir de manière irrationnelle, comme l'exemple dans une de mes dernières vidéos sur l'impulsivité ou la précipitation. Alors si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez regarder ma prochaine vidéo où je vous parlerai plus profondément des émotions. Je m'intéresserai à savoir déjà dans un premier temps quelles sont les émotions qui nous font agir de manière irrationnelle et puis comment nous, en tant qu'investisseurs, on peut essayer de les contrôler. Je vous ai mis également la référence des auteurs que j'ai cités dans cette vidéo. Vous trouverez tout ça dans la description car je vous le rappelle, la discipline et la maîtrise des émotions représentent 80% de votre réussite en bourse et ce, peu importe la stratégie que vous utilisez. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu juste en dessous, ça me permettra d'avoir votre avis, votre retour, ce sera toujours sympa, merci d'avance. Et puis je vous invite à cliquer sur le petit i pour télécharger les vidéos où je vous explique comment réussir simplement en bourse. Vous rentrez votre prénom, votre adresse email, je vous envoie tout le contenu dans les prochaines minutes. Je vous souhaite de bons trades, je vous dis à très bientôt, allez salut!